Bonjour, bienvenue à cette conférence sur les plantes sauvages comestibles. Je me présente, je suis Nathalie Deshaies, j'habite dans le Loiret où je propose des sorties et des stages pour découvrir les plantes sauvages comestibles. Et j'écris un blog aussi sur le même thème. Donc ça fait 2 ans que je me consacre entièrement aux plantes sauvages comestibles, mais ça fait bien longtemps que j'ai commencé à les utiliser au quotidien dans ma cuisine. Donc entre-temps j'ai eu aussi 2 restaurants, mais malheureusement le deuxième il était en ville et j'avais pas le temps de cueillir et de cuisiner des plantes sauvages comestibles. Et ça me manquait tellement qu'il y a 2 ans, on a changé, on est parti à la campagne et puis aujourd'hui, il y a des plantes sauvages comestibles dans tous mes repas. Alors, est-ce que vous avez déjà, vous, mangé des plantes sauvages comestibles? L'ail des ours, oui. Le pissenlit, l'ortie. Le lierre terrestre, ouais, la soupe d'ortie, le pissenlit, souvent c'est les classiques dont on me parle. Alors vous allez voir, il y a plein d'autres plantes qui se mangent dans la nature. Mais déjà, pourquoi manger des plantes sauvages comestibles? Quel intérêt en fait? Donc le premier, c'est que déjà on sort dans la nature. Et je suis bien là? Ok. En fait, dans notre vie d'aujourd'hui, on est souvent coupé de la nature et puis il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont envie d'une vie un peu plus proche de la nature, avec plus d'authenticité. Et quand on commence à s'intéresser aux plantes sauvages comestibles, on trouve un peu ça. Et ça nous fait sortir, ça nous fait aller dans la nature. On respire de l'air frais, il y a le soleil, on pompe de la vitamine D. Et des études ont montré aussi que tout simplement le contact avec la nature, ça nous apporte un bien-être psychologique aussi. Il y a des études qui ont été faites dans des quartiers sans arbres, avec des arbres. Dans les quartiers avec des arbres, en général, il y a moins d'agressivité que dans les quartiers avec arbres, etc. Il y a plein d'études qui vont dans ce sens. Donc déjà, tout simplement, d'aller dans la nature, ça nous fait du bien. Et il y a aussi le fait de manger des plantes sauvages comestibles, ça nous amène énormément de micronutriments, donc des vitamines, des minéraux. Il y a jusqu'à 20 à 30 fois plus de vitamines et minéraux, oligo-éléments, antioxydants, etc. dans les plantes sauvages comestibles que dans les plantes cultivées. Donc ça amène vraiment un plus, et en plus de ça, beaucoup de plantes sauvages comestibles sont médicinales en même temps. Donc vous avez des petits principes actifs par-ci, des petits principes actifs là, qui vont stimuler le foie, qui vont stimuler l'ensemble des organes, et donc tout simplement en mangeant quelques plantes sauvages comestibles tous les jours. Et bien sûr, oui, ça nous amène aussi plus d'autonomie alimentaire. Tout ce qu'on trouve dans la nature, c'est gratuit. Et quand on commence à s'y connaître un petit peu, on se rend compte qu'il y a tellement de plantes qui se mangent. Donc ça nous remplit bien nos paniers, et puis on fait du coup les courses dans la nature au lieu de les faire sur le marché ou au supermarché. Alors, c'est intéressant de se rappeler que dans la plus grande partie de l'humanité, l'humain s'est servi toujours des plantes sauvages comestibles. Si on dit que, disons, ici, c'est le début de l'humanité, il y a 2,5 millions d'années à peu près. Et là, c'est aujourd'hui. Où est-ce que vous pensez qu'on a commencé à manger autre chose que les plantes sauvages?
Bien sûr, il y avait la chasse aussi, on faisait un peu de chasse, mais bon, pour ça, il fallait courir, il fallait avoir des outils, il fallait être habile, etc. Les plantes, elles étaient autour de nous, et il y avait juste à y aller, à les cueillir. Vous pensez que c'était où? Donc l'humanité, elle a commencé à exister ici. C'était là, c'était là, c'était là, là. En fait, c'était ici. C'est vraiment très récent qu'on mange autre chose que les plantes sauvages, qu'on a commencé à faire l'agriculture en fait, et qu'on a commencé, bien sûr à partir de plantes sauvages, hein, il n'y avait rien d'autre, de faire des élections et des sélections et des sélections pour arriver aujourd'hui aux plantes que l'on connaît, qu'on cultive dans notre jardin et puis à grande échelle en agriculture. Alors, c'est pour nous rappeler que c'est de là, en fait, qu'on vient. Donc, on retrouve quelque chose en s'intéressant à ça que l'humanité a toujours connu, en fait. Alors, quand on commence à cueillir des plantes sauvages, il faut bien sûr respecter quelques règles. La règle numéro 1, c'est toujours cueillir uniquement ce que l'on a identifié avec certitude, et dont on sait que ça se mange, bien sûr. C'est comme pour les champignons, il ne faut pas se tromper. Alors, il y a beaucoup moins de plantes toxiques que de plantes comestibles, mais quand on tombe sur une plante toxique, ben, ça peut être fatal. Il y a certaines confusions qui peuvent être faites facilement, comme entre la ciguë et la carotte sauvage, par exemple, ou entre l'ail des ours et le muguet ou le colchique. Donc ça peut être fatal. Alors, règle numéro 1, on identifie avec certitude et seulement après on cueille. Après, bien sûr, il faut éviter des lieux pollués. Donc on ne va pas cueillir au bord des routes, on ne va pas cueillir à côté des champs qui ont été récemment traités, etc., pas au bord d'industries. Et donc ça, c'est plutôt pour faire attention à nous. Après, il faut bien sûr aussi respecter les espèces qu'on va cueillir. Donc une règle que je m'impose toujours, quand je me balade, je vois une seule plante d'une certaine espèce dont je sais qu'elle se mange, je ne vais pas la cueillir, c'est seulement quand je me suis aperçue qu'il y en a plusieurs que je vais me mettre à la cueillette. Et donc, bien sûr, on se renseigne s'il y a des plantes protégées qui sont là. Mais bon, la plupart des plantes qui sont faciles à utiliser et faciles à reconnaître, ce sont des plantes très communes en fait. Les plantes qui sont dans mon livre, par exemple, c'est des plantes très communes. Il n'y a pas de risque à avoir d'extinction d'espèces ou quoi que ce soit quand on se met à cueillir ces plantes-là. Mais en altitude, si vous cueillez en altitude, par exemple, il y a certaines espèces qui sont fragiles, donc il faut quand même faire attention. Après, bien sûr, on cueille avec modération. On ne va jamais raser toute une station, donc on appelle une station de plantes un endroit où il y a cette espèce qui est présente. On ne va jamais tout raser, on laisse toujours assez pour que la plante puisse continuer à se reproduire, bien sûr. Et après, il faut faire attention aux parasites. Donc ça, c'est une question qu'on me pose souvent. On en a parlé ce matin aussi lors de la sortie. Alors, il y a 2 parasites qu'il faut connaître, et on les connaît mal en fait. La plupart du temps, on me dit « oui, mais le renard, l'urine du renard », en fait, oui, il y a le renard qui peut transmettre l'échinococose, mais il n'y a pas que le renard, il y a aussi les chiens qui peuvent transmettre cette maladie, et ça ne passe pas par les urines, mais par les excréments. Et je trouve personnellement injuste qu'on incrimine le renard seulement quand on parle des plantes sauvages, alors que le renard, il ne fait pas la différence entre une salade qui pousse dans un champ là et un pissenlit qui pousse 2 mètres plus loin, où c'est pas cultivé. Le renard, il peut passer dans votre jardin. Et comme les chiens peuvent aussi transmettre cette maladie, c'est pas uniquement les plantes sauvages que ça touche en fait. Mais malheureusement, on en parle uniquement en lien avec les plantes sauvages. Alors par rapport à l'échinococose, on peut relativiser, parce que déjà, il n'y a pas plus de 40 cas par an d'échinococose en France, et il y a des régions
plus touchées que d'autres. En France, c'est l'Est de la France, Jura, Ardennes, etc. et les parties du Massif central. Alors pour ici, je ne sais pas, il faudrait voir avec la Chambre d'agriculture, par exemple. Ils devraient pouvoir vous donner des renseignements là-dessus. Si on a un doute par rapport à sa cueillette, il faut la faire cuire. C'est quand vous faites cuire, en fait, au moins 5 minutes, le parasite ne peut pas survivre et puis vous n'avez plus de problème. Alors par exemple, si vous allez dans le Jura et vous ramassez des myrtilles et que vous avez un doute, faites-en une tarte tout simplement. Voilà, et pas forcément se priver complètement de ce cueillette. Et je vous dis, on peut relativiser par le fait que normalement, il faudrait se méfier aussi des fraises de plein champ. Après, l'autre parasite qu'il faut connaître, c'est la douve du foie. Alors la douve du foie, c'est un parasite qui a un cycle, donc il commence son cycle dans l'eau, il se reproduit dans un mollusque dans l'eau, après il sort, il se met sur une plante, il est mangé par des vaches ou des moutons par exemple, qui broutent au bord du ruisseau où le parasite il était. Ça se reproduit encore dans les intestins des vaches ou des moutons, et quand il y a la bouse de vache qui arrive proche du ruisseau après, ça continue, et puis le parasite, la douve du foie, elle continue son cycle comme ça. Alors quand est-ce que ça nous touche nous? C'est quand on cueille une plante qui pousse au bord de l'eau ou dans l'eau, comme le cresson des fontaines par exemple, dans un ruisseau ou un cours d'eau qui a traversé un pâturage. Donc là, il faut faire attention. Moi, par exemple, à côté de chez moi, il y a un cours d'eau qui traverse une prairie à vaches. J'ai trouvé du superbe cresson. Je l'ai cueilli, mais j'en ai fait de la soupe. Comme ça, après cuisson, il n'y a plus de problème. Voilà, donc c'est à ces deux parasites qu'il faut faire attention. Après, c'est pas forcément à chaque fois que le parasite arrive dans l'organisme que ça crée vraiment la maladie. C'est comme pour beaucoup de choses, plus votre système immunitaire est fort, plus il peut lutter même contre ce genre de choses. Alors maintenant, je veux vous présenter plusieurs plantes, un peu dans le détail, et vous montrer tout ce que l'on peut faire avec. Et on va commencer par la classique de la cuisine sauvage, l'ortie. L'ortie, c'est une plante dioïque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du grec di oikos, de maison. En fait, sur l'ortie, vous avez des fleurs femelles et les fleurs mâles sur 2 pieds différents. Alors sur la photo, est-ce que ça se voit bien? Ah, ça serait peut-être bien de fermer une des 2 portes pour que l'on voit mieux les photos, si vous voulez bien. Merci. Alors en fait, l'ortie dont on parle, c'est la grande ortie, c'est l'ortie la plus commune en France et en Europe. Donc elle a des fleurs femelles sur certains pieds, donc ici on les voit, les fleurs sont plus tombantes, et vous avez de l'autre côté les fleurs mâles qui sont plus à l'horizontale en fait, et qui sont un peu plus claires. Et dans l'ortie, ce que l'on utilise le plus, ce sont les feuilles. Ce qui est pratique dans l'ortie, c'est que tout le monde sait la reconnaître. On se pique, vous êtes fixé, donc il n'y a pas besoin de tergiverser avec 3 livres d'identification, ça va très vite. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'elle pousse partout, elle pousse toute l'année. Vous la cueillez, vous la fauchez, 3 semaines plus tard, vous pouvez refaire une cueillette. Et en plus, elle est super bonne pour la santé, l'ortie, parce qu'elle contient énormément de minéraux, elle est très reminéralisante, elle contient notamment du fer, du calcium, du magnésium, du silicium. En plus, elle est très riche en protéines, elle contient plus de protéines que le soja. Ce sont des protéines équilibrées, donc tous les acides aminés essentiels sont présents, comme dans la viande et dans le poisson.
on ne s'en rend pas compte, mais il y a pas mal de plantes, donc de feuilles vertes, qui sont riches en protéines en fait. Et puis en plus de ça, elle contient des fibres, de la chlorophylle, plein de bonnes choses. Donc ce que l'on va cueillir, ce sont les pointes des orties. Donc là, vous voyez une ortie fraîche, une ortie assez jeune. Et donc, ce sont les 5 à 10 cm du haut que je vais cueillir avant la floraison. Donc sur la photo d'avant, vous avez vu les fleurs. Quand c'est en fleurs, c'est pas le moment de cueillir les feuilles parce qu'elles changent un peu de goût. Le goût devient un peu poissonneux, donc moins agréable. Donc c'est à ce moment-là que c'est le meilleur. Donc je coupe la pointe et je l'utilise après comme des épinards. Alors là, en soupe par exemple, soupe classique aux pommes de terre, ou alors là en ce moment il y a plein de courges, il y a, là sur le marché, là il y a une dame qui a plein de courges différentes, vous pouvez faire des soupes dans tous les sens à l'ortie avec ces courges. Là j'ai une quiche potimarron ortie, c'est très très bon en quiche l'ortie. Un gratin, ben là on est toujours dans les courges, la butternut, gratin de butternut à l'ortie. Je farcis des crêpes avec l'ortie. Donc j'aime beaucoup l'association ortie et chèvre. Donc là j'ai farci des crêpes ortie-chèvre. J'utilise l'ortie crue aussi. Là vous voyez un pesto. Donc quand on cuit l'ortie, ou alors quand on la hache finement, elle ne pique plus. Donc là, dans un pesto, c'est mixé. Donc du coup, vous avez la plante crue, avec tous les vitamines du coup qui sont préservées. Et en même temps, ça ne pique pas. Et là, j'en ai fait des beignets. Donc j'ai pris les pointes, là, je les ai trempées dans une pâte à beignets et puis j'ai fait frire. Des falafels à l'ortie, donc au pois chiche. Des petits chaussons, voilà, il y a plein de possibilités. Et on peut bien sûr aussi faire sécher les feuilles d'ortie. Alors le séchage des plantes, c'est simple, hein. Vous prenez une cagette en bois par exemple, vous mettez un torchon au fond, vous mettez vos feuilles. Alors il ne faut pas trop les tasser parce que l'air doit circuler. Et après, quand vous avez beaucoup de plantes, vous pouvez mettre les cagettes les unes au-dessus des autres, l'air continue à circuler. Dans une pièce bien aérée, sèche bien sûr, et à l'abri de la lumière de préférence, parce que la lumière peut altérer les principes actifs des plantes. Et vous faites sécher entre une semaine, 10 jours. En général, les feuilles deviennent cassantes, donc là vous voyez que c'est sec. Et l'ortie, donc vous pouvez l'utiliser en infusion, bien sûr, et on peut aussi en préparer des recettes. Donc là, j'ai fait un sel à l'ortie, par exemple. J'ai réduit l'ortie séchée en poudre et j'ai mélangé avec du sel. Donc ça fait comme un sel aux plantes. Vous pouvez bien sûr aussi... J'ai même, sur certains salons bien-être, j'ai vu des poudres d'ortie. Donc ça se vend aussi en poudre, à saupoudrer sur les plats, mais c'est très très facile à faire soi-même, hein. Et là, j'ai fait des petits blinis avec une crème de pois cassés à la poudre d'ortie. J'ai rajouté de la poudre d'ortie à la fin, donc même pendant tout l'hiver, bon, des fois on peut même trouver des orties encore l'hiver, mais ça pousse moins vite. Donc vous pouvez vous faire votre stock et puis utiliser les orties séchées pendant tout l'hiver. Après, ce qui est peu connu, c'est que l'on peut aussi utiliser les graines d'ortie. Alors, est-ce que ça se voit bien ici? Vous voyez, là, donc, ce sont les fleurs femelles qui se sont transformées en graines. Et ça tombe comme ça ramène le poids, ramène même l'ensemble de la plante vers le bas. Et les graines d'ortie sont super riches. C'est vraiment ça peut être un complément alimentaire 100% naturel, local et gratuit. En fait, on compte les graines d'ortie dans les super aliments. Donc vous voyez, souvent on fait venir ces super aliments de l'autre bout de la planète, comme les baies de goji et la spiruline et toutes ces choses-là. Ben, en fait, on a tout ce qu'il faut sous la main, gratuitement et en abondance. Donc les graines d'ortie,
je les cueille. Encore à cette époque, on peut les cueillir. On peut ou les cueillir quand elles sont encore vertes, ou alors laisser mûrir un peu plus et les cueillir quand c'est marron. Donc là, on a des graines d'ortie vertes là, qu'on a accueillies lors d'un stage. On peut les utiliser directement fraîches ou alors les faire sécher. Et ici, j'ai fait des petites boules énergétiques avec des dattes et des flocons d'avoine et des graines d'ortie. Voilà, qu'on peut grignoter comme ça entre les repas. C'est des bons boosters. Et donc, vous pouvez ou utiliser donc, les graines encore vertes qui ont un goût, du coup, un peu plus vert, un peu plus frais, ou alors utiliser les graines qui ont mûri un peu plus, qui sont plus marron-gris en fait, et là, ça a un petit goût de noisette en fait. Et donc le tout, vous pouvez aussi les faire sécher, vous faire votre bocal de petites graines d'ortie à saupoudrer sur les salades, sur les tartines, sur les soupes, etc. en hiver pour se donner de la pêche. Alors là, par exemple, j'ai pris un fromage frais, un fromage de chèvre, et je l'ai enrobé de, ça c'était des pétales de salicaire qui est comestible aussi, et des graines d'ortie, ça fait joli. Alors, deuxième plante, toujours un classique, le pissenlit. Oui, tu as une question ? Et les graines d'ortie, ça pique Non, ça pique pas. Alors, en fait, ça tombe en grappes comme ça. Et au tout démarrage des grappes, il peut y avoir un ou deux petits poils urticants. Donc quand on les cueille, le mieux c'est de le faire avec des gants. Mais après, quand on les a fait sécher, en général, pour les faire tomber des tiges sèches, on les frotte, tout ça, et du coup les poils urticants cassent et ne sont plus urticantes. Alors du coup, le pissenlit, on connaît en général les feuilles, mais on peut manger plein d'autres choses que dans le pissenlit que les feuilles. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler un peu. Déjà, bon, en général, c'est assez facile à reconnaître le pissenlit, mais parfois il y a des questions parce que on voit pas uniquement les feuilles classiques comme ça. Donc ça, c'est une feuille classique avec les lobes aigus et qui retombent vers le bas. Donc les feuilles sont toujours complètement glabres, ça veut dire qu'elles sont sans poils du tout. Mais les feuilles peuvent avoir des formes assez variables. Donc en botanique, on parle de feuilles variables quand les feuilles peuvent avoir une forme ou une autre. Donc tout ça, c'est du pissenlit. Ça pousse donc toujours en rosette et donc les lobes aigus dirigés vers le bas, mais bon, on peut aussi avoir des formes un peu moins découpées. La plante est donc, les feuilles et l'ensemble de la plante est complètement glabre sans poils, et quand vous coupez les feuilles, ça a un petit latex blanc. Voilà, donc ça c'est caractéristique. Après, on a les fleurs, bien sûr tout le monde connaît les fleurs de pissenlit. Alors, est-ce que vous savez que une fleur de pissenlit, finalement c'est un bouquet de fleurs? Parce que ce que je tiens entre les doigts là, ça c'est une fleur. Donc ce que l'on pourrait prendre pour un pétale, finalement c'est une fleur à part entière. Dans une inflorescence de pissenlit, il y a plein de fleurs. Et pourquoi on appelle ça des fleurs? Parce que il y a tous les organes reproducteurs d'une fleur qui sont là. Donc vous avez le pistil, l'étamine, l'ovaire, etc. Donc voilà, c'est curieux. Dans cette famille botanique, on a toujours un ensemble de fleurs dans ce qu'on appelle une inflorescence. C'est un capitule floral en fait qu'on appelle ça. Donc dans la famille des astéracées, là on est dans la famille des astéracées. Avant ça s'appelait les composés. Donc une fleur composée de plein de fleurs en fait. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire avec les feuilles de pissenlit? Bien sûr, on peut faire la salade. Vous connaissez sûrement le goût un peu amer des feuilles de pissenlit. Le mieux pour cacher un peu ce goût, c'est de mettre des œufs durs en fait.
Bon, il y a les recettes classiques, œufs durs, lardons ou pas, et j'aime bien mettre des noix aussi avec. Là, c'était le week-end dernier, on a fait cette assiette-là avec une salade classique au pissenlit et une salade à la chinoise où on a blanchi les feuilles de pissenlit et on les a servies avec des oignons et dans une sauce avec surtout du vinaigre à côté d'un petit flan aux plantes sauvages. On peut aussi faire cuire, donc faire braiser les feuilles d'ortie. Ici, donc, je les ai fait braiser à la poêle avec des oignons et j'ai servi avec des patates douces. Et j'aime bien cueillir l'ensemble de l'ortie, du pissenlit. Donc en fait, je remonte les feuilles et je coupe vraiment à ras. En haut de la racine. Et du coup, vous avez le bout blanc qui ressort. Du coup, ça rappelle un peu les endives. Et là, j'avais fait cuire à la vapeur et j'ai servi avec une petite sauce aux échalotes et aux noisettes. Voilà, donc avec les feuilles de pissenlit, plein de possibilités. Et après, on a les boutons de pissenlit aussi qui sont comestibles. C'est agréable de les utiliser parce que elles ont de la consistance en fait. À l'intérieur, vous avez déjà toutes les fleurs jaunes qui sont en formation. Et donc, il y a quelque chose à mâcher là-dedans. Et qu'est-ce que j'en fais? Donc, je les fais revenir à la poêle, par exemple. J'en fais donc des poêlés tout seul ou avec d'autres légumes. Et là, je les ai conservés au vinaigre, donc dans un mélange de vinaigre d'eau avec du sel, des aromates et une petite pointe de sucre. Donc ça les conserve bien et on peut les mettre comme pickles dans une salade. Après, c'est très agréable. Après, on arrive aux fleurs. Et avec les fleurs, la recette classique, c'est la confiture de fleurs de pissenlit. Alors, beaucoup de personnes me disent « Oui, mais ça prend tellement de temps de faire une confiture de fleurs de pissenlit. » Je vous vois acquiescer, non? Vous l'avez déjà fait? Non, pas de le faire. Oui, parce qu'en fait, dans beaucoup de recettes, on vous dit enlevez les petites bractées vertes qui sont en dessous de l'inflorescence de la fleur. Et moi, je ne le fais pas, il n'y a pas besoin. Parce qu'on dit c'est amer, mais même les fleurs en elles-mêmes sont un peu amères. Donc, il n'y a pas besoin de perdre une heure et demie à enlever toutes ces petites feuilles vertes en dessous de la fleur. Vous mettez les fleurs directement dans de l'eau. Donc, je fais une infusion que je laisse macérer plusieurs heures, donc une nuit par exemple. Et après, je filtre. Il faut bien presser pour enlever tout le jus et donc tous les arômes des fleurs. Vous ajoutez du sucre, donc 50-50, l'infusion au pissenlit et de l'eau, un citron coupé en deux, et vous faites cuire jusqu'à ce que ça fasse une consistance un peu de miel. Vous voyez là sur la photo, ça ressemble un peu à du miel, mais c'est la confiture de pissenlit qui a la couleur aussi du miel. Et pour finir, on peut aussi manger la racine de pissenlit. Donc elle est amère, bien sûr, mais elle a aussi un petit côté sucré grâce aux inulines qui sont dans la racine, les inulines qu'on trouve aussi dans le topinambour, par exemple, et dans les racines de bardane, par exemple. Et je brosse bien les racines, je les coupe en petits morceaux et je les fais revenir à la poêle. Et c'est très sympa sur un lit de bled, par exemple. Et on peut aussi faire du café, un succédané de café aux racines de pissenlit. Ça ressemble plutôt en fait à la chicorée, qui est de la même famille, hein, c'est aussi une acéracée à la chicorée. Donc on fait torréfier les racines de pissenlit coupées en petits morceaux à la poêle sèche ou au four. Et après on moud et on utilise comme du café. Donc ça a été fait pendant la guerre par exemple. Alors venons au sureau, le sureau noir. Alors ça c'est un arbuste que j'aime beaucoup, l'arbre à fée. Je trouve quand
Quand on voit les fleurs au mois de mai, donc les arbustes couverts de fleurs, on imagine vraiment les fées danser là-dedans. Donc c'est un nom qu'on lui a donné, arbre à fées. Il faut surtout ne pas confondre le sureau noir avec le sureau yèble. Le sureau yèble a des fruits toxiques, donc c'est assez simple en fait de ne pas les confondre, mais il faut le savoir. Donc le sureau noir, c'est un arbuste. Donc un arbuste, c'est un petit arbre, donc jusqu'à 4-5 mètres, 6 mètres de hauteur. Et le sureau yèble, c'est une plante herbacée. Donc c'est quoi une plante herbacée? C'est une plante qui chaque année repousse, elle démarre sur le sol, elle pousse, elle fait donc ses feuilles, ses tiges, ses fleurs, etc. Et à la fin de l'année, elle va redisparaître. Donc jamais elle ne fera du bois. Donc dès que vous voyez du bois, c'est le sureau noir en fait. Et une autre distinction, c'est que le sureau noir qui nous intéresse, il a les baies qui tombent vers le bas, et le sureau yèble, il a les baies qui sont dirigées vers le haut. Voilà, donc les fruits du sureau yèble sont toxiques, mais les fruits du sureau noir sont très bonnes. Mais on va commencer à parler des fleurs. Donc c'est au mois de mai-juin qu'on peut cueillir les fleurs de sureau. Donc la recette classique, ce sont des beignets de fleurs de sureau. Donc vous prenez ce qu'on appelle un corymbe. Donc en fait c'est l'inflorescence. Donc vous le trempez dans une pâte à beignet en le tenant par la tige et vous faites frire et vous servez avec du sucre après, comme on fait avec les beignets de fleurs d'acacia. Donc c'est très bon en fait. Le sureau, il a un goût floral, un peu fruité, donc c'est très aromatique et notamment dans les boissons, ça donne un goût de litchi. Donc ici, on a une limonade de fleurs de sureau, on appelle ça aussi le champagne des fées, assez facile à faire aussi, hein. En fait, c'est une fermentation naturelle, on met des fleurs de sureau dans de l'eau avec du citron et un peu de sucre, et ça va fermenter donc à température ambiante, on remue tous les jours. Donc vous allez avoir des petites bulles qui vont monter. Après 5 jours à peu près, vous filtrez, vous mettez dans des bouteilles et vous mettez au frais. Il faut bien fermer les bouteilles et surtout de temps en temps, il faut y aller et il faut remonter le couvercle, ou alors si vous avez des capsules à vis, faut dévisser un peu pour laisser échapper le gaz, parce que qui dit fermentation dit gaz, et il y a tous les ans des bouteilles qui explosent chez les uns, chez les autres, dans la cave ou dans le frigo, c'est jamais agréable. Donc voilà, faut dévisser de temps en temps pour laisser échapper le gaz, mais après on obtient, donc on laisse encore au moins 10 jours fermenter tranquillement dans la bouteille, et après on peut déguster. C'est très désaltérant, très agréable et un peu pétillant. Donc du coup, pareil, on peut aussi faire des macérations dans du vin, ça donne aussi ce petit goût de litchi très sympathique. Et ici j'ai fait une glace aux fleurs de sureau. Alors ça c'est super délicat, c'est vraiment délicieux. Je le faisais de temps en temps dans mon restaurant, c'est vraiment excellent. Et pour ça, je fais une infusion dans du lait en fait. Je fais chauffer du lait, je mets les fleurs dedans et je laisse infuser 10-15 minutes, et après j'utilise le lait filtré du coup pour faire ma glace, et puis aussi, on peut aussi faire des crèmes dessert, etc. avec. Là, j'ai fait je fais des différentes pâtisseries. Ici, des cigares aux fleurs de sureau. Donc, tout simplement dans la pâte, vous rajoutez des fleurs de sureau et ça va parfumer la pâte. Donc, avec le sureau, il y a tellement de possibilités. Aussi en salé, quand j'avais mon restaurant, je faisais une sauce au poisson avec des fleurs de sureau. Ça va très très bien. Et on peut faire du vinaigre de fleurs de sureau. Donc on laisse tout simplement macérer les fleurs de sureau dans le vinaigre. Et ça, c'est excellent avec le poisson aussi.
Quand j'avais mon restaurant, je travaillais avec un producteur qui faisait du vinaigre aux fleurs du sureau qui s'appelle le vinaigre Surart. Vous mettez un filet de ce vinaigre à la place du citron sur un poisson, c'est excellent. Et avec les noix de Saint-Jacques aussi, c'est très très bon. Et puis là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, les fleurs séchées, bien sûr, on peut faire sécher les fleurs de sureau. Et pour pouvoir les utiliser toute l'année, parce que fraîches, elles sont disponibles seulement pendant quelques semaines au mois de mai-juin. Et là, au mois d'août, au moment des Mirabelles, du coup, on a toujours du sureau sous la main pour parfumer une tarte. Et le sureau est aussi excellent pour les moments où vous vous sentez pas bien en hiver, où vous sentez que vous avez un rhume, une grippe qui essaie de se montrer. Hop, tout de suite des infusions de fleurs de sureau. Ça peut aider le système immunitaire à se débarrasser vite fait de ça. Et les baies de sureau sont également connues pour stimuler le système immunitaire et en cas d'état grippaux. Surtout dans les pays anglo-saxons, on utilise beaucoup les baies de sureau pour ça. Et notamment la recette classique, donc le sirop de baies de sureau. Donc pour les baies de sureau, oui, ce qu'il faut dire en introduction, c'est qu'il faut les faire cuire. Crues, elles sont vomitives en fait. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un lors d'une balade qui me disait « Ah, les baies de sureau, j'adore ça, je les mange comme ça. » Je dis « Ah bon ?» Donc il faut pas trop en manger, ça devient vite vomitif. Voilà, on les fait cuire. Pour faire le sirop de baies de sureau, je fais tout simplement cuire mes baies avec un peu d'eau. Je passe au moulin à légumes pour enlever les pépins. Et avec le jus obtenu, je fais mon sirop. Alors je fais du sirop au miel. Donc je mélange tout simplement mon jus avec du miel, en sachant que ça se garde moins bien que quand c'est fait avec du sucre. Donc je démarre la saison d'hiver avec ces sirops au miel, et après je passe au sirop au sucre. Et quand c'est la saison, donc cette année c'était très tôt en fait, c'était chez nous, mi-août, il y avait déjà des baies de sureau. Donc là j'avais fait des crumble pêche baies de sureau. Donc ça s'utilise comme des fruits rouges en fait, sauf que il faut toujours les faire cuire. Un cake aux baies de sureau, cette année je me suis vraiment amusée avec les baies de sureau. Là j'en ai fait un coulis que j'ai mis sur un petit panna cotta aux graines de carottes d'ailleurs. Et là vous avez plein de produits que j'ai fait avec, donc le sirop au miel, sirop au sucre, de la gelée, des confitures, des compotes, pommes, baies de sureau, etc. Donc on peut vraiment s'amuser avec. Et pour finir, ma petite fierté de cet été, mon cheesecake vegan aux baies de sureau qui était joli à voir, et puis il y a des personnes dans la salle qui peuvent témoigner que c'était très bon. Et une dernière plante, j'avais envie de vous présenter le prunelier, parce que là il y a encore des récoltes à faire, même à cette saison. Vous voyez peut-être là en ce moment, lors de vos balades, ces petites prunelles bleues qui sont encore là. Donc le prunelier, c'est le premier arbuste qui fleurit au printemps. Et même parfois, c'est même pas encore le printemps sur le calendrier que ça a déjà commencé à fleurir. Donc ça fait des toutes petites fleurs blanches qui ressemblent aux fleurs de prunier. On est dans la famille des pruniers, des pommiers, cerisiers, etc. Donc les rosacées. Ça fait d'abord les fleurs. Donc il n'y a que des fleurs sur les arbustes. Et une fois que c'est défleuri, ça fait les feuilles. Et donc ici, vous avez une pousse, une jeune pousse en fait, de quelques semaines, avec les feuilles qui sont ovales et légèrement dentées. Et à l'automne, vous avez donc les prunelles. Par contre, si vous les goûtez là en ce moment, vous avez déjà fait? Ouais, c'est très âpre en fait. Donc ça, tous les tissus dans votre bouche vont se rétrécir tellement c'est astringent. C'est après les premières gelées
que les premières, ou après les gelées, bon, une petite gelée d'une nuit, ça suffit pas forcément, mais quand il y a une bonne gelée qui est passée dessus, là, les fruits deviennent ce qu'on appelle blettes, et donc là, ce côté astringent il disparaît, et on a plus de plaisir à les manger, le côté sucré sort plus. Donc c'est un arbuste que j'utilise dès le printemps en fait, pour ses fleurs. Ces fleurs donnent un goût d'amande au plat, comme beaucoup de plantes, de fleurs de cette famille d'ailleurs, les rosacées. Donc avec ça, je parfume des glaces par exemple. Donc toujours comme tout à l'heure, là je fais une infusion dans du lait et je fais à partir de l'infusion après ma préparation. J'en mets aussi dans les pâtisseries. Ici, j'ai fait un gâteau avec des fleurs de prunelier fraîches à l'intérieur, donc pour le parfumer un peu à l'amande. Et là, une crème dessert, donc pareil, une infusion dans du lait. Et puis après, on utilise le lait pour faire sa crème catalane, par exemple, ou des choses comme ça. Un peu plus tard, on a donc les jeunes pousses. Et avec ça, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut faire avec? Oui. Des tisanes. Oui, on pourrait, ouais. Mais il y a une recette très... Voilà, ouais, l'apéritif. Donc on fait macérer ces jeunes pousses. Donc en fait, là, c'est ce qui a poussé dans l'année. Donc au mois de mai, début juin, quand ça atteint 20-30 cm, on coupe et on laisse macérer dans du vin. Et donc ça donne le vin d'épine, parce que le prunelier, on l'appelle aussi l'épine noire. Donc on appelle donc ce vin le vin d'épine ou la trousse-pinette en Vendée. Donc macération dans du vin avec ajout de sucre et d'un peu d'eau de vie. Et on laisse macérer un mois en général, après on filtre. Et le mieux c'est d'oublier le vin quelques mois à la cave pour que ça se bonifie. Alors, une année, j'avais fait trop de cueillettes de pousses d'épines pour la quantité de vin que j'avais prévue pour ma préparation. Du coup, je me suis dit, bah, si ça parfume du vin, ça doit parfumer autre chose aussi. Bah, du coup, j'ai fait une infusion, et avec l'infusion, j'ai fait un sorbet. Donc le sorbet que vous voyez là, et c'était très bon. Et j'en ai fait du sirop aussi, le sirop que vous voyez ici, là. Un goût d'orgeat, vraiment très intéressant. Donc, t'as raison quand tu dis on peut en faire des infusions et même des sirops, c'est très bon aussi, donc toujours ce petit goût d'amande qui ressort. Et donc, en ce moment, il y a les prunelles, et il y a une astuce pour éviter d'attendre les gelées en fait. Vous les cueillez dès maintenant et vous les laissez quelques jours au congélateur. Donc du coup ça fait le même effet et du coup on peut en faire des compotes. Le mieux c'est de les mélanger avec de la pomme par exemple, parce que tout seul c'est très concentré quand même en goût et il y a un petit peu d'âpreté qui reste toujours. Avec la compote, là, j'ai passé donc la compote au moule à légumes pour enlever les noyaux et je l'ai présentée avec des petits muffins aux noix. Et là, j'ai fait une préparation, donc les prunelles, là dans un bocal, je les ai mis à lactofermenter. Donc en fait, j'ai mis de la saumure dedans à 3%, donc 30 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Et on laisse fermenter, c'est aussi une fermentation naturelle. C'est pour rappeler les prunes umeboshi japonaises. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, les Japonais utilisent beaucoup leurs petites prunes, comme ça, lactofermentées, pour parfumer des boules de riz. Moi, j'aime bien la mettre dans des vinaigrettes. Après, manger comme ça, c'est pas forcément les goûts auxquels on est habitué, mais ou dans les vinaigrettes, ou alors là, j'avais fait des petits pains avec les prunes lactofermentées que j'ai mis dedans. Et une autre recette, celle-là par contre, je la trouve excellente, c'est de
mettre les prunelles dans une saumure un peu plus forte en sel pendant quelques jours seulement. Après, on les sort de cette saumure et on les met dans l'huile d'olive. Ça fait comme des olives, vraiment un goût très sympa et c'est 100% local, voilà. Donc vous voyez, avec les plantes sauvages, il y a beaucoup de choses à faire. Alors c'est pas forcément évident de s'y mettre. Parce qu'il y a toujours la barrière, oui, mais j'ai peur de confondre une plante avec une plante qui serait toxique. Alors, ce que je conseille toujours, c'est de commencer par les plantes que vous connaissez. On a tous quelques plantes que l'on connaît et qu'on peut reconnaître avec certitude. Parce qu'on a une histoire avec elle, parce que quelqu'un nous l'a montré, parce qu'on nous l'a déjà fait goûter ou voir. Voilà. Donc, à la limite, faites la liste des plantes dont vous êtes vraiment sûr et regardez si dans cette liste il y a des plantes qui se mangent. Et déjà, il va y avoir l'ortie par exemple, ou le pissenlit, et commencez par ces plantes-là et réalisez plein de recettes avec ces plantes. Ça va vous mettre un pied à l'étrier en fait, et après les autres plantes vont se rajouter petit à petit. Moi j'ai commencé comme ça en fait, avec l'ortie, le pissenlit, et comme je m'intéressais au sujet, du coup on garde les yeux ouverts et on voit que ah bah tiens il y a telle plante là, et à travers des rencontres etc. on va être sûr d'une autre plante, et chaque année il y a une autre plante qui se rajoute, et encore et encore. Après, un autre conseil, c'est de sortir toujours avec le nécessaire qu'il faut pour cueillir en fait. Je me suis trouvée plein de fois dans la situation où je n'avais pas forcément l'intention de faire une cueillette, mais juste de me promener, et de tomber sur une station d'ortie en pleine forme, ou au printemps de l'Alière, tellement beau qu'on a envie de se rouler dedans, et j'avais rien pour cueillir, pas de sac, pas de gants quand on a les orties, etc. Donc, mon conseil, sortir toujours avec un sac, des gants, et éventuellement des ciseaux, et si vous avez envie d'apprendre, avec un livre d'identification aussi, pour pouvoir vérifier sur le terrain quelle plante vous avez devant vous. Comme ça, vous ne vous trouvez pas dépourvu. Et puis après, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est de sortir avec des experts, avec des botaniques. Ce matin, on a fait une sortie comme ça dans le parc. On a vu pas mal de plantes déjà. J'ai jamais besoin d'aller bien loin. Donc renseignez-vous sur des personnes qui font des sorties comme ça. Et même si vous n'avez pas de personnes qui vont vous renseigner spécialement sur les plantes comestibles, mais déjà faire des sorties botaniques. Des fois chez nous, il y a le conservatoire des espaces naturels par exemple qui propose souvent des sorties botaniques. Voilà, ça vous permet sur le terrain de vérifier vos acquis, de pouvoir poser des questions, de comparer une plante avec l'autre, etc. Donc ça fait toujours faire un bond en avant dans sa connaissance des plantes, de faire une sortie de temps en temps en fait. Voilà, et après la connaissance des plantes vient petit à petit, une plante après l'autre. J'ai commencé, il y a 25 ans à peu près, à m'intéresser aux plantes comestibles et à commencer à en manger. Et chaque année, encore aujourd'hui, il y a des plantes qui se rajoutent à mon répertoire de plantes connues. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle plante que je sais reconnaître et dont je sais qu'elle se mange, du coup je fais plein d'expériences, je fais plein de recettes différentes avec. Et petit à petit, donc, il y a ces connaissances qui grandissent. Voilà, donc si vous avez envie d'aller plus loin, donc j'écris le blog plantesauvagescomestibles.com. Donc c'est l'adresse que vous avez sur le petit flyer aussi qu'on vous a donné là. Donc sur l'avant du flyer, vous avez l'adresse là.
Donc toutes les semaines, je publie un article, la plupart du temps avec une vidéo, sur une plante, comment la reconnaître, quelles utilisations en avoir, j'aborde un peu les vertus et dans presque chaque article, il y a une recette. Donc aujourd'hui, vous trouvez plus de 120 articles sur le blog, donc sur la reconnaissance, l'utilisation, l'histoire des plantes. Vous y trouvez des recettes, des astuces, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et vous pouvez aussi y télécharger gratuitement mon livret que j'ai appelé les 10 recettes indispensables pour cuisiner les plantes sauvages comestibles. Voilà, ça donne 10 recettes avec lesquelles on peut quasiment venir à bout de chaque cueillette en fait. Et je propose aussi des sorties et des stages, donc des sorties ou juste pour découvrir, et des stages avec cueillette et cuisine. Donc là, ça c'est mon groupe de la semaine dernière, donc on a bien rempli nos paniers et puis on a fait la cuisine avec après. Là, le thème c'était faire ses réserves sauvages pour l'hiver. Donc ça, en général, c'est dans le Loiret que je les propose, des sorties sur des stages sur une journée ou sur un week-end. Et puis j'ai écrit donc le livre 40 plantes sauvages comestibles, 40 recettes, où j'introduis un peu avec les règles de base à respecter pour utiliser les plantes sauvages, quel est l'intérêt de manger les plantes sauvages, et après donc je présente sur une double page à chaque fois une plante, une présentation avec une illustration et une photo, et puis de l'autre côté la recette. Donc vous avez 40 plantes qui sont assez communes. Hein. Y a beaucoup de plantes qu'on connaît comme bien sûr je parle du sureau, de l'ortie, du pissenlit, du prunellier qu'on a vu aujourd'hui. Aussi il y a le coquelicot, il y a la menthe sauvage, l'aubépine, la carotte sauvage, etc. Donc plein de plantes assez communes. Voilà. Donc je serai bien sûr ici pour le dédicacer si vous avez envie de partir avec. Et donc je vous souhaite une bonne découverte si vous avez envie d'aller plus loin, de bonnes cueillettes. Et rendez-vous sur le blog aussi, plantesauvagescomestibles.com. Merci pour votre attention.